Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis Joël Petet, directeur des études du second cycle à Sciences Po Strasbourg, et je suis en compagnie de Justine Vizier, étudiante en première année à Sciences Po Strasbourg. Voilà, donc suite malheureusement à l'annulation de la journée des portes ouvertes qui devait se tenir samedi dernier, il nous a semblé utile quand même de pouvoir être en contact avec toutes celles et tous ceux qui sont en train de préparer le concours, et donc pour répondre à vos questions et interagir avec vous. Donc voilà, on s'est laissé 1 heure, hein, ça devrait laisser le temps de pouvoir aborder un certain nombre de questions. Et pour commencer, je vous propose de passer en revue les questions qui ont été posées depuis l'annonce de cet événement, et puis d'apporter un certain nombre de réponses. Et puis, donc j'ai avec moi notamment les personnels de la communication de Sciences Po Strasbourg, qui nous feront passer, donc ça se verra certainement à un moment ou à un autre, qui nous feront passer les questions complémentaires que vous vous posez, que vous vous apprêtez à poser, et auxquelles on s'efforcera de répondre dans l'heure impartie. Voilà, donc peut-être je commence. Allez, donc la première question qu'on nous a été posée, donc y a-t-il beaucoup de lycéens qui réussissent le concours? Alors, je ne suis pas sûr comment... Enfin, je pense que cette question amène différents éléments de réponse. Donc d'abord, je vous rappelle que le concours commun, hein, donc le concours commun d'entrée en première année du réseau SCPO, propose cette année 1165 places. Alors évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas combien de candidats seront présents le jour des épreuves, mais grosso modo, ces dernières années, vous étiez environ 9000 candidats. Donc il y a grosso modo une place pour 9 candidats. Oui, c'est ça, une place pour 9 candidats. Alors, derrière la question, y a-t-il beaucoup de lycéens? Je pense qu'il y a une interrogation qui revient souvent, qui est effectivement de se dire je suis en terminale, je sais que le concours est aussi ouvert aux bacheliers de l'année précédente, qui évidemment, vous le savez, ont souvent suivi notamment une année de classe prépa. Et donc, en tant que lycéen, est-ce que j'ai mes chances? Voilà, oui. Voilà, c'est effectivement votre cas. Oui, ça l'est. Ça l'est. Et effectivement, alors, objectivement, on peut dire que les Bac plus 1 ont un peu plus de chances de réussir le concours. Mais néanmoins, il faut garder à l'esprit, et il faut savoir que la grande majorité des étudiants qui rentrent dans les IEP, en tout cas du réseau SCPO, sont des bacheliers de l'année. Donc il faut surtout ne pas partir défaitiste et puis s'auto-censurer en se disant mais finalement cette année j'hésite, je ne vais pas y aller, etc. Je vais attendre un an. Non. Hein, la majorité des étudiants sont des bacheliers de l'année. Peut-être qu'on peut enchaîner sur la deuxième question parce qu'elle porte directement sur le concours. On nous a demandé, avez-vous des conseils pour le concours? Donc moi je l'ai préparé l'année dernière. J'ai eu la chance de suivre une préparation le mercredi après-midi, donc j'avais des cours, mais ces cours-là en eux-mêmes ne suffisaient pas, donc du coup j'ai pu faire de nombreuses fiches, mais je me suis aussi aidée de manuels proposés soit en librairie ou en libre accès dans des bibliothèques. Pour moi, ça a été un travail assez régulier, même depuis la fin de la première, je dirais. Et puis vraiment répéter les choses, travailler en groupe aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais des choses aussi un peu plus informelles comme des films qui ont un rapport avec le programme d'histoire ou alors des livres qui ont un rapport avec le programme de questions contemporaines, donc Secret et Révolution. Ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables et qui peuvent beaucoup aider pour la préparation du concours. Okay. Alors moi je voudrais ajouter un point parce que c'est vrai que là il reste plus tellement de temps finalement. Moi je voudrais insister sur un point important qui est la méthode. Il s'agit donc de l'épreuve d'histoire, de l'épreuve des questions contemporaines, et puis dans une certaine mesure évidemment ça s'applique aussi à l'épreuve de langue. Il s'agit en tout cas pour l'histoire et pour les questions contemporaines
de travail de rédaction, notamment évidemment la dissertation de questions contemporaines. Et j'insiste beaucoup sur le terme de dissertation. D'accord? Donc, avoir des connaissances, c'est important, mais vous devez apporter ou accorder beaucoup d'importance et donc consacrer du temps à la construction de votre plan, à la qualité de l'introduction, avoir une introduction qui analyse bien les termes du sujet, qui délimite le sujet et qui annonce votre plan. Et quand on annonce un plan dans une introduction, on s'y tient. Et le correcteur doit savoir où il en est quand il lit votre copie. Ça s'applique pour tout travail écrit et c'est extrêmement important. Évidemment, les connaissances sont très importantes, mais la capacité à les articuler, peut-être se dire qu'on va dire moins de choses, mais mieux les dire, mieux les mettre en perspective et les synthétiser. Ça, c'est vraiment important pour le jour de l'épreuve. Et de la même manière, un dernier conseil, c'est de bien gérer son temps pour les épreuves de l'après-midi. Je vous rappelle, il y a un temps total qui vous est donné sur les 2 épreuves. D'accord? Donc, bien gérer son temps, ne négliger aucune des 2 pour éviter de rendre une copie dans une des 2 matières dans laquelle il y aura rien. Oui, voilà, et surtout par rapport aux connaissances que vous donnez, ne pas en faire un catalogue en fait. Cette méthode, c'est très très important, le plan, comme vous disiez, s'y tenir réellement et en fait faire un catalogue de connaissances, ça ne peut que vous desservir. Oui, vous savez, mais apporter une réflexion derrière et c'est vraiment ce qui va vous faire gagner des points. Alors, question suivante. Oui. Peut-on travailler sur place dans des salles aménagées pour le travail des étudiants? Alors, on peut enfin répondre oui à cette question. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'environnement dans lequel on se trouve là, ici, mais effectivement, nous sommes dans une salle de travail à disposition des étudiants, des étudiantes, au sein donc, de notre nouveau bâtiment de Sciences Po Strasbourg, dans lequel nous nous trouvons maintenant depuis 3 semaines. Enfin, il y a eu 1 semaine de cours, mais les personnels, eux, ils sont depuis un tout petit peu plus longtemps. Et donc, effectivement, notre nouveau bâtiment nous donne enfin, et vous donnera enfin, les moyens de travailler dans de bonnes conditions, que ce soit en termes de places de travail, de postes de travail à la bibliothèque, et puis dans les nombreuses salles de travail qui sont disséminées un petit peu partout dans le bâtiment. Puis la bibliothèque est quand même très très grande. Il y a de nombreuses ressources à notre disposition. Et c'est vrai qu'on a de la chance de nombreuses salles de travail. Alors, point suivant, lorsqu'on choisit notre IEP, peut-on le changer après la 3e année si un master nous intéresse beaucoup? Alors, actuellement, non. Enfin, pas sous cette forme. Actuellement, il existe ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon des IEP, la mutualisation de 5e année. Et comme le nom l'indique, c'est la possibilité d'aller réaliser la 5e année du cursus dans un autre IEP. Alors quand je dis dans un autre IEP, en fait, il s'agit des IEP du réseau SCPO, ainsi que Grenoble et Bordeaux. D'accord? Donc il y a bien la possibilité d'aller chercher une spécialisation. L'idée, je ne vais pas la développer plus que ça, mais l'idée générale, c'est de se dire peut-être qu'il existe, si je prends un exemple, un master, une 5e année à Lyon, qui n'existe pas à Strasbourg. Eh bien, il est possible, alors sous condition d'admission, ce n'est pas automatique, en tout cas, il y a une possibilité d'aller terminer son cursus, donc la 5e année du cursus de Sciences Po Strasbourg, dans un autre IEP. Vous resterez étudiante ou étudiant de Sciences Po Strasbourg, c'est le diplôme que vous aurez, mais vous aurez acquis une spécialisation ailleurs. Alors, ça représente, bon an, mal an, entre 15 et 20 étudiants de la 5e année de Sciences Po Strasbourg qui sont dans un autre IEP. Ok, alors maintenant on va passer à une question sur les associations. Quels sont les sports pratiqués au BDS? Alors BDS, Bureau des sports. Alors il y a beaucoup de sports qui sont pratiqués au BDS. Par exemple, on a le volleyball, le basketball, le handball, le football, le rugby, etc. Il y a même des sports qui sont pratiqués et qui ne l'étaient pas avant, et des équipes qui se mettent en place par les étudiants de première année cette année. Je pense notamment à l'Aviron. Ils veulent même faire une compétition. Donc vraiment, si vous pratiquez un sport et que vous avez peur
de ne pas avoir le temps, etc. J'ai même oublié le badminton. Eh bien, vous pourrez réellement, parce que le BDS s'adapte aux horaires des étudiants et il y a généralement plusieurs entraînements par semaine. Ok. Alors, question suivante, plus pédagogique. Lors de la 3e année, les cours suivis à l'étranger doivent, on va dire, à quels critères doivent répondre les cours suivis à l'étranger, pour le reformuler. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, un élément important, c'est que la 3e année du cursus de Sciences Po fait encore partie du premier cycle. Et la marque principale du premier cycle, c'est la pluridisciplinarité. Donc c'est quelque chose qui doit rester. Et donc, le premier critère, qui est plutôt une contrainte en fait que nous vous imposerons, est que les 3/4 des cours que vous choisirez, 75%, doivent s'inscrire dans les disciplines fondamentales qui sont enseignées à Sciences Po Strasbourg. Il s'agit donc du droit, de l'économie, de l'histoire contemporaine, de la science politique, voilà, la sociologie politique. D'accord ? L'idée, c'est de poursuivre dans ces disciplines. Et puis, il y a 25%, parce que peut-être on voudrait découvrir un peu autre chose, s'ouvrir, je sais, par exemple, à la philosophie, à l'histoire des sciences, à l'éthique, à l'histoire de l'art, enfin voilà. Il s'agit aussi évidemment d'acquérir, peut-être de découvrir un peu d'autres choses. Après, évidemment, une question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois anticiper d'une certaine manière ma spécialisation future en allant chercher des cours qui s'inscrivent déjà dans les choix de filières que je pourrais faire pour mon second cycle? Pas forcément. Pas forcément, parce que déjà, à mon sens, ce serait une erreur, par exemple, d'anticiper des cours que de toute façon vous ferez en 4e année. C'est un petit peu dommage de faire 2 fois la même chose. Donc, à mon sens, le principal conseil, c'est de rester dans la pluridisciplinarité. Après, si vous avez évidemment des thématiques qui vous intéressent, pourquoi pas y aller? Mais finalement, il faut garder à l'esprit que quand on est à l'étranger, c'est l'opportunité de faire des choses qu'on ne pourra pas faire à Sciences Po Strasbourg. Donc ce serait vraiment dommage de faire des choses que vous pourrez faire. Voilà, moi c'est le principal conseil que je vous donne. Et de toute façon, ce que vous choisirez pour la 3e année, en termes de contenu de cours, ne sera pas pris en compte, ne sera pas un critère de sélection pour la poursuite de votre cursus à Sciences Po Strasbourg. Donc c'est pas la peine de se dire, moi je vais prendre plus d'économie, c'est la discipline que j'enseigne, c'est pour ça que je l'ai choisie, je vais prendre plus d'économie parce que comme ça j'ai plus de chances de pouvoir accéder à un master en économie. Ce ne sera pas du tout le cas. Donc il n'y a pas du tout à raisonner de cette manière. Bien, alors ça me paraît complet. Donc maintenant on va passer à une autre question, toujours sur le concours. Donc des conseils pour préparer le dernier mois avant le concours. Alors moi je vais vous partager un petit peu mon expérience parce que je ne sais pas trop ce que je pourrais vous expliquer d'autre. Je m'étais beaucoup préparée en amont. J'avais beaucoup travaillé sur le mois de septembre, octobre, novembre, et puis après janvier, février, mars. Il faut savoir que le concours était un petit peu plus tard l'année dernière. Donc j'ai préféré, moi, me dire ok, maintenant j'ai tout fiché, j'ai des connaissances, donc je vais aller voir un petit peu plus large. Je vais essayer de me construire un champ de référence avec des livres, avec des films, sur les thématiques du concours, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais essayer d'un petit peu relâcher la pression et de me dire, bon, et bien ces fiches, je les ai faites, d'accord, je vais devoir les relire, mais je vais aller voir un petit peu au-delà avec les références qu'ont pu donner les professeurs, etc. Et je pense que ça pourra que m'aider. Et en effet, mettre une bonne petite référence que l'on connaît, parce qu'on a vu le film, parce qu'on a lu le livre, en accroche, ou alors même dans une des parties, je pense que ça pourra vraiment vous aider et vous améliorer la copie, disons.
Moi, je vais juste ajouter une petite chose. C'est évidemment de nouveau le dernier mois, donc c'est un peu tard pour découvrir des champs entiers ou des chapitres entiers du programme d'histoire, hein, ou que sais-je d'autre. En revanche, peut-être ayez une attention particulière sur l'actualité, ou à l'actualité. Pouvoir faire référence dans une accroche, dans une introduction, ou peut-être dans l'essai de l'épreuve de langue, à une actualité très récente, encore faut-il que ce soit pertinent, c'est quelque chose qui, à la marge, peut être valorisé. Hein, le fait de dire, ah ben on a quelqu'un qui non seulement a des connaissances sur le fond, capable d'organiser une réflexion, et en plus est capable de parler de manière pertinente, hein, évidemment c'est une condition, mais en tout cas de faire référence de manière pertinente à un événement qui s'est produit il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, qui serait particulièrement en lien avec le sujet que j'ai traité. Donc avoir cette attention. L'actualité, c'est vraiment très très important. Et puis varier les sources aussi, parce que un média qui va traiter un sujet ne le traitera pas de la même manière qu'un autre. Alors aussi prendre du recul sur l'actualité, oui, ça me paraît aussi très très important. Alors, comment se passe la vie à Sciences Po? J'imagine que ce n'est pas une question qui fait référence à ma vie à Sciences Po, donc... du coup, alors oui, c'est un petit peu différent du lycée, hein, je vous l'avoue, et même de la prépa. On a des cours en amphithéâtre, donc théoriquement toute la promo est présente, avec un professeur qui dispense un cours magistral. Mais ce qui est très bien ici, et que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on nous laisse quand même poser des questions. Soit à la fin du cours, soit même au milieu du cours en fait, il y a vraiment une volonté de la part des professeurs d'interagir avec nous si on ne comprend pas un aspect de la discipline. Et il y a aussi des conférences méthodes, que nous appelons conférences méthodes, mais en fait à la faculté on appelle ça TD. Donc en fait c'est des cours en petits groupes avec un conférencier de méthode qui seront plus axés sur l'oral, les exposés, ou alors des dossiers de synthèse que nous on va devoir traiter à la maison et puis qu'on devra rendre ensuite. C'est pour approfondir des points du cours que l'on n'aurait pas forcément compris, ou aller plus loin pour pouvoir toujours dans l'idée d'avoir des connaissances en plus. Alors, l'emploi du temps est quand même assez dense, on va pas se le cacher. Les soirs, on peut finir un petit peu tard, oui, je l'avoue, mais il est quand même calé sur un emploi du temps de terminale. En effet, souvent, on enchaîne les cours, 4 heures, 5 heures de cours, et c'est pas un souci pour nous. Mais c'est vrai que d'avoir et des cours en amphithéâtre et des cours de conférences méthodes dans la journée, c'est vrai que c'est pas le même format de cours, donc ça se fait tranquillement. Alors, si je peux rajouter juste un point sur effectivement l'organisation des cours, notamment en première et deuxième année. Alors c'est vrai que des TD, il y en a à l'université, hein, il y en a évidemment un peu partout, mais ils occupent quand même une place importante, surtout en première et deuxième année. Il y en a tout au long évidemment du cursus, mais ça occupe une part importante et aussi du volume horaire finalement de l'ensemble. Et ça, c'est l'idée que dans les IEP, vous allez en général, le plus souvent, avoir des réponses à vos questions. Vous avez tout un ensemble d'interlocuteurs. Vous n'allez pas être abandonné à vous-même, comme ça se passe parfois, où on pense que ça peut se passer comme ça dans des facultés, notamment des grandes facultés, où vous seriez un parmi les 1000 étudiants de la première année. D'accord ? Là, il y a la possibilité d'avoir des interlocuteurs, d'avoir aussi une équipe administrative et une direction des études qui est à votre écoute, qui peut vous recevoir et qui peut notamment répondre à vos interrogations, parfois aux craintes que vous auriez en tout cas par rapport au déroulement du cursus. Je rajoute juste quelque chose sur la charge de travail. C'est vrai que en ayant fait des salons, on me demandait beaucoup oui, est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Alors, on ne va pas se le cacher, c'est vrai qu'on doit travailler, qu'il y a une charge de travail importante.
des exposés, oui, des questions de synthèse, oui aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous aurez aussi du temps pour faire des activités extrascolaires qui sont valorisées, bien sûr, mais la part de travail est quand même importante, oui. Mais il n'y a pas que le travail, ce qui me permet d'anticiper une question qui viendra après, mais voilà. peut-être qu'on peut la rattacher à celle-ci, c'est comment est la vie associative sur le campus et est-ce encouragée par l'école? Alors oui, alors la vie associative sur le campus, c'est vrai qu'elle est assez importante. On a toujours des polos associatifs qui se promènent dans l'IEP. Il y a beaucoup d'associations. Honnêtement, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Et en fait, la caractéristique, c'est vraiment qu'il y a des associations qui peuvent nous proposer des conférences ou alors des tables rondes. Par exemple, je pense à Génération UE qui fait les mardis de l'Europe, tous les mardis justement entre midi et 2. Mais il y a aussi des activités qui nous permettent de nous relâcher. Je pense notamment à la fanfare de l'IEP qui va supporter les matchs de la Schross Team, donc des événements du BDS, disons. Mais il y a aussi des MIOUN organisés par Stras Diplomatie, donc des entraînements pour se faire. L'art n'est pas mis de côté non plus. On me dit qu'il y a 27 associations exactement. L'art n'est pas mis de côté non plus, le théâtre, le chant par exemple. Donc c'est une vie, vous le voyez, qui est très riche, mais on peut aussi, au sein de l'IEP, s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur. Une association féministe, une association animaliste, une association écologique et solidaire. Enfin vraiment, vous avez un panel d'associations pour vous engager vraiment là où vous voulez et dans des causes qui peuvent vous tenir à cœur, oui. Alors, sur la deuxième partie de la question, est-ce encouragé par l'école? Ouais. Oui, mais de différentes manières. Alors d'abord, évidemment, ça ne se voit pas là, mais les associations étudiantes, elles ont besoin de locaux. Et donc, Sciences Po Strasbourg met à disposition, et a fortiori dans notre nouveau bâtiment, pardon, des locaux associatifs, des bureaux, des salles, des bureaux à disposition des associations pour qu'elles puissent s'organiser, travailler, se réunir, voilà, organiser leurs actions. Un autre aspect, alors aussi également institutionnel, Sciences Po Strasbourg participe au financement, donc subventionne, alors attention, on ne va pas s'imaginer que l'argent coule à flot, hein, mais voilà, subventionne, et donc c'est une forme d'encouragement sonnant et trébuchant, les activités des associations, dès lors qu'elles, mais c'est une pratique très courante un peu dans toutes les structures d'enseignement supérieur, dès lors qu'elles s'engagent à respecter une charte relative à leur fonctionnement, aux valeurs qu'elles défendent, à leurs pratiques et aussi évidemment au compte-rendu qu'elles réalisent de leur activité. Une autre forme d'encouragement, c'est une possibilité de prise en compte au titre des options. Dans votre cursus, alors plutôt en deuxième et en quatrième année, vous serez amené à choisir un certain nombre d'options, des cours traditionnellement, mais néanmoins la possibilité de valider une option d'engagement associatif, mais il y a derrière une idée bien précise, c'est l'accès à cette option en fait est réservé aux étudiants qui ont des fonctions d'encadrement associatif. Puisque l'idée, la pédagogie qu'il y a derrière, c'est de valoriser la réflexion sur ce que c'est diriger, organiser et mettre en œuvre des projets. Et pour ça, on considère que, évidemment, ça implique toute une série de compétences et d'acquisition de savoir-faire, finalement, notamment quand on est en charge d'organiser, de diriger, de coordonner des projets. Donc, effectivement, il y a une possibilité de prise en compte, sous la forme d'une note, à partir d'un petit travail écrit, des fonctions d'encadrement dans la vie associative de l'Institut. Pour la question toujours comment se passe la vie à Sciences Po, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé,
mais quelque chose de très important, c'est qu'il y a des stages qui sont facultatifs à la fin de la première et deuxième année, par exemple. J'en parle parce que du coup, j'ai eu l'opportunité, grâce au service carrière, de trouver un stage pour le mois de juin, parce que les partiels se terminent à la fin du mois de mai, de trouver un stage via ce réseau du service carrière et aux personnes qui sont derrière, et donc du coup de pouvoir trouver un stage assez rapidement et dans un domaine qui m'intéresse tout particulièrement. Voilà, je pense que c'est quand même une réelle opportunité qu'on a de ne pas vraiment de trouver des gens qui sont prêts à nous accueillir en stage pour une période donnée. Alors, on a ensuite deux questions qu'on peut lier peut-être, même si on peut les traiter l'une après l'autre, mais qui sont relatives à l'enseignement des langues. Donc, la première, c'est quelle est la part de l'anglais dans le cursus? Combien de cours sont dispensés dans cette langue? Et quel est le niveau nécessaire pour s'en sortir? Alors, la part de l'anglais, alors évidemment, d'abord, l'anglais relève des cours de langue, d'accord? Donc, ça relève des cours de langue que vous suivez tout au long du cursus, hein, je le rappelle. Dans le cursus, les étudiants doivent suivre de manière obligatoire deux langues. À volume égal, hein, il n'y a pas de langue 1, de langue 2, hein, tout ça c'est à volume égal. Et donc l'une de ces deux langues peut être l'anglais. Ce n'est pas une obligation, mais évidemment, l'immense majorité des étudiants fait de l'anglais tout au long du cursus. Alors combien de cours sont dispensés dans cette langue? Effectivement, je disais, à partir de la deuxième année, vous avez la possibilité de choisir des options. Et donc, parmi ces options, un certain nombre sont en langue étrangère, dont l'anglais. La plupart sont en anglais de fait, mais il y a aussi d'autres possibilités. Voilà, il se trouve que, notamment pour des raisons de capacité à trouver des collègues à enseigner en langue étrangère, la plupart de ces options sont en anglais. C'est également le cas en quatrième année. S'ajoute à ça, en quatrième année, dans certaines filières, certains cours obligatoires en anglais. D'accord? Alors, par exemple, on commence à avoir des cours de droit, des cours de relations internationales, certains cours d'économie qui sont dispensés en anglais pour tous les étudiants de la filière de second cycle. Et puis, quand on est ensuite en cinquième année, on a à peu près dans la plupart maintenant, effectivement, des parcours de cinquième année, on commence à avoir des cours en anglais. Notamment évidemment dans les filières plus axées vers les relations internationales, mais également dans les parcours orientés plus vers l'économie et la finance. On a par exemple un parcours de cinquième année donc axé sur la stratégie d'entreprise et la finance d'entreprise qui est intégralement en anglais. Donc on a, vous voyez, au fur et à mesure du cursus, une part grandissante de l'anglais, évidemment, comme langue de travail, comme langue véhiculaire de travail. Oui, voilà, nous en première année, on a 2 heures d'anglais avec notre professeur de conférence méthode en fait, parce qu'on est en groupe de 25 avec notre groupe de conférence méthode. Donc en fait, c'est propice à l'oral, c'est propice aux exposés, c'est propice au débat, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'au lycée, vous ne faites pas ou peu d'oral parce que vous êtes beaucoup en classe. Je me rappelle de l'année dernière encore, et c'est vrai que c'est bien parce que les professeurs mettent très souvent l'accent sur les débats et c'est vraiment une activité intéressante. Et alors évidemment, j'en ai pas parlé, mais parce que ça ne s'applique pas qu'à l'anglais, évidemment il y a l'année de mobilité obligatoire internationale en troisième année, donc de toute façon vous allez pendant un an suivre évidemment l'intégralité des cours en langue étrangère. Alors c'est vrai que l'anglais est très important, parce qu'évidemment on a traditionnellement beaucoup d'échanges avec le monde anglo-saxon. Nous espérons tous que le Brexit ne viendra pas trop rebattre les cartes, mais j'ai bon espoir, les signaux qu'on a vus jusqu'à présent nous laissent plutôt à penser qu'on continuera d'avoir de bonnes relations avec l'immense majorité de nos partenaires britanniques dans les années qui viennent. Mais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors on peut parfois le regretter, mais beaucoup de pays, en fait, accordent une place désormais prépondérante
aux enseignements en anglais dans leur enseignement supérieur. Je pense notamment, par exemple, aux Pays-Bas, à la Belgique, aux pays scandinaves, à certains pays d'Europe de l'Est, dont l'enseignement supérieur se fait aujourd'hui de plus en plus en anglais. Alors finalement, ça peut être aussi une bonne opportunité pour vous ici, puisque même si vous n'allez pas faire votre troisième année dans un pays anglo-saxon, vous aurez l'opportunité de suivre beaucoup de cours en anglais dans bien d'autres pays que les pays anglo-saxons. On peut peut-être un peu le regretter, parce que c'est un petit peu dommage finalement d'aller en Scandinavie, ou en Lituanie, ou en Pologne, et finalement d'apprendre assez peu la langue locale, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de bien travailler votre anglais. C'est déjà ça. Donc toujours en restant sur les langues, on nous a demandé quelles sont les possibilités d'apprentissage en langue étrangère dans ce cursus. L'accent est mis sur l'arabe, le russe et le chinois, mais est-il imaginable de choisir une autre langue? Donc du coup, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a 2 langues en première année, mais on a aussi une possibilité d'option, donc de LV3. On a un partenariat avec la faculté de langue de Strasbourg, donc ce qui permet de choisir des langues un peu plus exotiques ou des langues basiques. Par exemple, je vais prendre mon cas, je voulais commencer l'espagnol et j'ai pu commencer l'espagnol, mais des camarades de promo ont aussi choisi l'hébreu ou le japonais. Enfin, c'est vraiment large et vous pouvez choisir des langues auxquelles on n'aurait pas forcément pensé de prime abord au niveau débutant, en tout cas. Alors, je reviens plus spécifiquement sur l'arabe, le russe et le chinois. Pendant les 2 premières années du cursus, donc première et deuxième année, en fait, vous devrez choisir 2 langues parmi les langues, je dirais, plus traditionnelles de l'enseignement en France, c'est-à-dire qui sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, et ce qui est un petit peu moins classique, le russe. Vous en choisirez 2 parmi ces 5-là. Ensuite, quand vous reviendrez de la 3e année, vous rentrerez dans une filière de second cycle. Et l'une de ces filières est la filière études des relations internationales et du global. Et effectivement, plus spécifiquement au sein de cette filière de second cycle, vous aurez la possibilité de commencer et ou de poursuivre l'une de ce que les spécialistes appellent les langues orientales majeures, voilà, au titre desquelles donc l'arabe, le russe et le chinois. Donc ça veut dire qu'en fait vous arrêterez l'une des 2 langues obligatoires que vous aurez suivies au titre allemand, italien, espagnol, etc. Et vous en garderez une et vous ferez à la place de l'arabe, du russe ou du chinois. Donc effectivement, il y a un accent particulier. Alors, soyons honnêtes, vous ne serez pas, à moins que vous le soyez déjà avant, vous ne serez pas bilingue dans l'une de ces langues. Peut-être, enfin en tout cas, c'est peu probable. L'idée est plutôt de vous offrir, l'opportunité d'acquérir un certain nombre de bases, un point de départ sur lequel vous pourrez ensuite élaborer par vous-même, qui vous permettra non seulement de commencer à maîtriser un certain nombre de rudiments de la langue, mais aussi grâce à ces rudiments, non seulement d'interagir, voire commencer à dire quelques phrases ou quelques formules de politesse, mais aussi peut-être avoir un point d'entrée supplémentaire dans la civilisation, dans la compréhension de la culture de ces pays ou de ces zones géographiques. Et ça, c'est un élément qui est important en matière de relations internationales. Et donc, est-il imaginable de choisir une autre langue? Alors, oui, mais au titre de 3e langue. C'est ce qui a été dit effectivement il y a quelques instants. Il y a 2 langues obligatoires et la possibilité de choisir une 3e langue facultative, où là, grâce au partenariat, aux relations maintenant bien établies que nous avons avec les facultés de langue de l'Université de Strasbourg, la possibilité, alors sous contrainte d'emploi du temps, donc c'est pas toujours très simple. Oui, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même de nombreuses possibilités de pouvoir découvrir ou un peu consolider une
une autre langue parce que vous avez eu l'opportunité de l'apprendre par ailleurs, parce que c'était par exemple aussi la langue du pays dans lequel vous avez réalisé votre mobilité de 3e année. Ok, vous n'avez eu que des cours en anglais quand vous étiez en Pologne, mais vous avez quand même un peu appris le polonais et vous souhaitez le poursuivre, ça c'est possible au titre d'une 3e langue. Donc effectivement, il y a beaucoup de possibilités et il y a de nombreux étudiants qui font usage de cette possibilité d'une 3e langue au titre des options. Ok. Du coup, on en a terminé avec cette question. On va passer à une autre question un petit peu plus générale. Comment décririez-vous le campus autour de Sciences Po? Alors, il faut savoir qu'on est dans nos nouveaux bâtiments, comme on l'a spécifié tout à l'heure, donc au Cardo, à côté de la faculté de médecine, pour ceux qui connaissent un petit peu Strasbourg, donc c'est juste à côté du centre-ville, pas très loin non plus de la gare. Et du tramway bien sûr. Donc on est dans un bâtiment qui est tout neuf, bien équipé. On parlait tout à l'heure de la bibliothèque, des salons de travail par exemple. Mais vraiment pour la vie autour du campus, il y a quand même des magasins, il y a quand même des petits restaurants pour la restauration rapide. Et à l'intérieur du bâtiment, il y a aussi pour se restaurer, puisqu'on a la chance d'avoir la cafétéria Crous. Donc, si la question était comment est-ce qu'on va pouvoir se débrouiller pour pouvoir manger, pour pouvoir faire des activités, ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut autour du bâtiment de Sciences Po Strasbourg. Voilà. Et on a une proximité avec le tramway qui fait que l'IEP devient maintenant, enfin Sciences Po Strasbourg, la communication me corrige tout de suite sur le vocabulaire, finalement, je dirais presque Strasbourg n'est pas une très très grande ville, c'est une très belle ville, mais pas une très très grande ville, ce qui veut dire aussi qu'avec notamment le réseau de tramway, finalement Sciences Po Strasbourg est maintenant assez facilement accessible d'à peu près partout dans la ville. Donc ça c'est aussi important à savoir, hein, vous arriverez assez facilement à vous développer, et je vous rappelle que c'est aussi une des villes, sinon la ville la plus ouverte aux cyclistes, ah oui. avec un réseau de pistes cyclables tout à fait considérable. Et moi-même, je viens maintenant plus qu'à vélo pour travailler. Moi aussi. Voilà. On va enchaîner sur une autre question. Quel est le coût de la vie étudiante à Strasbourg? Donc on parlait justement des vélos. La ville a mis en place pour nous les étudiants justement un forfait vélo. En fait, c'est 42 € pour 10 mois. Donc en fait, ce qui permet d'avoir un vélo à soi pendant 10 mois pour seulement 42 €. Et si on a le moindre problème, eh bien on peut aller les voir, ils nous regonflent les pneus ou même ils nous changent le vélo. Donc c'est vraiment bien. Et le coût en soi de la vie à Strasbourg, je dirais que le loyer n'est pas exorbitant. Non, il est environ dans les 500 € hors Crous, bien sûr. Hein. Je parle vraiment pour des appartements de propriétaires qui vous loueraient cela, mais il y a aussi des possibilités de colocation qui se font beaucoup à Sciences Po Strasbourg. Donc là, pour payer disons un loyer un petit peu moins conséquent. Pour ce qui concerne l'abonnement mensuel au réseau de tramway et de bus, il est environ pour les étudiants de 25 ou 27 €, ce qui est aussi à prendre en compte dans le budget, et nous ne considérons pas les frais annexes de nourriture et de loisirs, évidemment. Alors, une question évidemment d'actualité, moins sympathique, mais qui est néanmoins importante. On nous demande, le concours risque-t-il d'être annulé? Donc, entre parenthèses, mais je pense que vous l'avez tous compris, vous devinez Covid-19. Alors, en l'état actuel, le concours est maintenu au 18 avril. D'accord, hein, nous suivons en cela les recommandations gouvernementales qui autorisent, qui encouragent le maintien des rassemblements, alors la formule est utile à la nation, qui couvre explicitement les concours. Donc en l'état, le calendrier est maintenu. Évidemment, ça ne préjuge pas de ce qui peut se passer dans les jours ou les semaines
prochaine. En tout cas, le concours risque-t-il d'être annulé? Certainement pas. En fonction de l'évolution de la situation, un report pourrait être envisagé. Mais ce n'est pas du tout ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est toujours bien sur le maintien au 18 avril. Voilà. Je ne peux rien ajouter, mais évidemment, nous savons tous que la situation est de nature à pouvoir évoluer, comme le montrent des mesures qui ont été prises dans des pays proches de la France, qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui. Donc évidemment, l'annulation n'est pas une option, puisqu'il va bien falloir recruter des étudiants. L'adaptation ne peut pas être exclue. En tout cas, en l'état des choses, on est bien sur un maintien au 18 avril, dans les conditions, et je dis bien dans les conditions prévues, c'est-à-dire pas non plus d'épreuves supprimées, de concours plus courts ou que sais-je. Les modalités sont maintenues. Alors, on a une autre question, donc celle-là qui vient aussi de nous être posée. Comment préparer au mieux le concours d'entrée de l'école pour l'année prochaine? Avec la réforme des lycées, y a-t-il des changements? Alors, il y a deux questions. Donc, comment préparer au mieux? Alors, je dirais que tout ce qu'on a dit auparavant reste valable. Alors, aujourd'hui, les modalités pour l'année prochaine, les modalités précises, ne sont pas totalement arrêtées. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que le type d'épreuve tel qu'il existe aujourd'hui va être maintenu. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une dissertation de questions contemporaines, il y aura toujours une épreuve d'histoire, et il y aura toujours une épreuve en langue. Donc l'esprit de ces épreuves, le type de préparation, le type d'exercice va rester identique. Après, les modalités précises, éventuellement de durée, à la marge, pourraient un petit peu évoluer, mais tout ça sera confirmé pour l'année prochaine, donc traditionnellement à l'issue du concours de l'année en cours, une fois qu'il a eu lieu, pour ne pas brouiller les esprits avec des modalités qui seraient peu claires. Donc, en termes de préparation, il n'y aura pas d'impact. Avec la réforme des lycées, y a-t-il des changements? Alors, là-dessus, de nouveau, de manière globale, non. Il y a eu une communication pendant effectivement un temps autour de l'éventuelle prise en compte d'une partie des notes obtenues au titre du lycée. Aujourd'hui, cette modalité n'est pas confirmée. Elle le sera, en tout cas, les modalités seront précisées de nouveau à l'issue du concours de cette année, mais il y a une réflexion en cours. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que si vous envisagez de passer le concours dans un an, de toute façon, il ne faut rien changer, parce que la nature des épreuves, de toute façon, ne va pas évoluer de manière importante. Voilà. On va rester sur un concours écrit, avec le même type d'épreuves telles qu'elles existent aujourd'hui, même si les modalités pourraient en changer très marginalement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Un petit peu de patience. Merci. Une autre JPO est-elle prévue? Malheureusement non. Les contraintes d'utilisation du bâtiment font qu'on n'arrivera pas dans un délai court à reproposer une journée porte ouverte. Malheureusement. On peut le regretter. On aurait été tous très heureux et heureuses de vous recevoir dans le nouveau bâtiment. Les équipes administratives vont déployer beaucoup d'efforts pour organiser cette journée, sachant qu'elle a été organisée alors que nous étions essentiellement dans les cartons. Mais malheureusement, nous, on ne sera pas en mesure de vous proposer une autre journée porte ouverte.
Tout d'abord, on tient à vous remercier d'avoir suivi ce live et d'avoir été aussi nombreux à nous poser des questions. On a été ravis d'y répondre, en tout cas pour ma part. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage pour votre concours, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Et on espère vous voir bientôt dans nos locaux au Cardo. Alors moi, je termine par un rappel de date. Je pense que vous en êtes toutes et tous conscients. Mais je vous rappelle, alors je ne vais pas dire de bêtises, donc je ressors ma feuille. Voilà, donc je vous rappelle la formulation des vœux sous Parcoursup le 12 mars. Donc ne vous y prenez pas à la dernière seconde. Mais je pense que notamment si vous êtes au lycée, vos professeurs n'ont pas manqué de vous mettre une pression certaine pour respecter cette date. Et donc, je vous rappelle évidemment la confirmation au plus tard du 2 avril de votre vœu. Et si je peux vous faire passer un message, en tout cas de la part des services administratifs et services de concours de Sciences Po Strasbourg, n'hésitez pas à confirmer avant le 2 avril. Merci d'avance. En tout cas, merci pour vos questions. J'espère qu'on a pu vous apporter des éléments de réponse clairs et si possible utiles, et puis en espérant bientôt vous revoir toutes et tous à Sciences Po Strasbourg. Au revoir. Au revoir.